allez-y. Et j'assure également la coordination donc, du pôle social sur la mission locale sud. Un pôle social qui, vous savez, intervient sur les domaines du logement, de l'environnement social et surtout de la santé, donc qui est une des thématiques en fait, de notre approche globale à la mission locale sud. Quand on parle santé, ce matin, vous avez évoqué pas mal de thématiques concernant les violences, le harcèlement, les discriminations, également la santé sexuelle. Cet après-midi, on va continuer à échanger de façon plus générale sur la santé, mais plus en ce qui concerne des comportements qui peuvent traduire notre état de santé ou des comportements qui peuvent avoir pour conséquence des impacts sur notre santé. Pour cela, donc, on a invité la Maison du Diabète qui va pouvoir présenter un peu ses missions et les lieux où elle intervient. On a également avec nous Laurie Dana, donc, qui a été là également présente ce matin, et Gwendoline. Je profite en introduction pour saluer donc, les collègues au niveau du pôle social donc, qui interviennent sur nos antennes, qui sont aujourd'hui plus que présentes, puisqu'en off, elles sont là en tant que modératrices. Elles étaient également sur le plateau, en tout cas pour l'INSEE, il y a un instant. Et Samantha, qui est un peu la pièce maîtresse de cette action aujourd'hui avec Tout par-delà. Voilà, je laisse le micro à Marie-Hélène. Tu l'as. Pour nous présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Chopinet. Je suis chargée de mission à l'association La Maison du Diabète, qui est située sur le Tampon, mais qui intervient sur toute l'île de par ses missions. On a aussi Madame. Donc moi, c'est Marie-France Achio. Je suis infirmière à la Maison du Diabète, également sur le Tampon. Voilà, on est une équipe en fait de 2 infirmières et une diététicienne. Et nos missions sont l'éducation thérapeutique pour les diabétiques type 2 en priorité. Et on fait aussi de la prévention dans les écoles, les structures, les collèges, voilà, les dépistages. La Maison du Diabète, donc, qui est un partenaire de la Mission Locale Sud depuis quelques années maintenant. En attendant d'avoir les commentaires en fait, du public, juste un dernier salut, donc les jeunes qui nous suivent, quelle que soit l'antenne Mission Locale, les jeunes d'antenne du comité jeune, de la garantie jeune, les collègues également, puisqu'on suit en direct également sur les différentes antennes de la Mission Locale. Moi, j'aurais une question concernant les comportements alimentaires. On sait que ce qui est recommandé, souvent, c'est les fameux 5 fruits et légumes par jour. Il faut dire que quand on fait état avec les jeunes ou dans l'opinion, c'est pas forcément pratiqué, c'est-à-dire les 5 fruits et légumes. Quelles seraient les indications en fait pour compléter, que vous auriez, vous, en tant que conseil sur une bonne alimentation? Pour compléter, bon, déjà, quand on dit 5 fruits et légumes, c'est vrai que c'est pas évident. Après, ces 5 fruits ou légumes, donc essayez quand même de varier au niveau des repas, d'ajouter un légume, le rougail tomate, un bread, voilà. Entre les repas, quand il y a une petite faim, essayez de privilégier un fruit tel que la pomme. Voilà, on peut ajouter des fruits et légumes dans son alimentation du jour. Après, il y a la question aussi du coût. C'est vrai que les fruits et légumes ont un certain coût. Il y en a qui sont plus chers que d'autres, des fruits notamment, qui sont plus chers que d'autres. Maintenant, il faut savoir que c'est au kilo. Le coût, c'est au kilo. On n'est pas obligé d'acheter 1 kilo non plus, donc privilégiez d'en prendre 2, 3, et ça ne fera pas le coût du kilo, ça reviendra à un prix moindre. Donc selon vous, ça ne revient pas forcément cher de manger équilibré? Non.
On peut bien manger équilibré avec un faible budget. Et c'est notamment une de nos missions que nous avons à la Maison du Diabète en tant que prévention primaire, d'intervenir auprès de structures telles que la mission locale, mais aussi d'autres, pour apprendre justement aux jeunes de 16 à 25 ans à manger équilibré et avec un faible budget. D'accord. Je vois qu'on a une question. Alors, on a une question du comité jeune de Saint-Louis. Samuel qui dit: on voudrait savoir par quels moyens peut-on diminuer le risque de diabète et quels sont les symptômes. Pour cela, je vais passer le micro. Alors, je vais répondre à la question. Comment diminuer les risques de diabète? Donc, le diabète type 2 est lié surtout à une alimentation non équilibrée. Tout à l'heure, on parlait de 5 fruits et légumes. Donc, 5 fruits et légumes, bon, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes de dire qu'est-ce que c'est 5 fruits et légumes finalement. Donc, faut se dire, voilà, combien de repas j'ai par jour? Normalement, c'est 3 repas par jour. Et essayer à chaque repas de mettre un fruit ou un légume. Déjà, juste ça, si la personne y arrive, on est pas mal. Donc, voilà, alimentation équilibrée. Et puis aussi, éviter la sédentarité. Ça veut dire de l'activité physique, de la marche, éviter, pour ceux qui ont une voiture, de prendre la voiture tout le temps. Se dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de marche, je mets une paire de baskets et puis je vais marcher. C'est pas forcément aller à la salle de sport. C'est faire comme on peut avec ce qu'on a, mais bouger son corps. Donc nous, on dit 30 minutes par jour, au moins une fois par semaine, une activité physique où on transpire et où on sent que voilà, il y a une accélération cardiaque qui se fait. Donc, comment éviter le diabète? C'est ça, en fait. Dès l'enfance, dès la jeunesse, alimentation équilibrée et activité physique. Voilà. C'est pas attendre l'âge de 40 ans, 50 ans pour faire les choses. C'est maintenant, parce que c'est maintenant que le corps est encore en bonne santé et c'est maintenant qu'on peut encore agir. Voilà. Oui, c'est vraiment instaurer une hygiène alimentaire et une hygiène de vie saine dès le plus jeune âge. Donc, comme on l'a dit, au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Il est vrai que c'est souvent une préoccupation des jeunes quand ils parlent du diabète, le fait que ce soit aussi une maladie fréquente à La Réunion, ils la voient comme une fatalité, en se disant mes parents ont du diabète, ça veut dire que j'aurai également du diabète. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à un peu cette vision un peu déterministe, on va dire, cette fatalité? Donc par rapport à la fatalité, oui, c'est dommage de voir les choses comme ça. Effectivement, le diabète type 2, ça peut être lié à l'hérédité. Donc ça peut être un héritage familial. Hérité, parce que le diabète, c'est le pancréas qui ne fonctionne pas bien. Donc ça peut être lié effectivement au fait que la personne est héritée d'un pancréas un peu fatigué. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle développera un diabète type 2 plus tard. Ça dépendra de son activité physique, de l'alimentation. En fait, chaque personne est responsable de son corps. Et ce qu'on fait aujourd'hui, il y aura forcément des conséquences sur plus tard. Voilà. Donc le diabète type 2, c'est aussi la responsabilité de chacun. Donc ce n'est pas une fatalité. Oui, en effet. Donc l'hérédité, c'est sûr que c'est un facteur de risque de déclencher un diabète plus tard. Mais ça n'est pas une fatalité, comme le dit Marie-France, si vraiment on fait bien attention dès le plus jeune âge au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. C'est pas parce qu'au moment où on a le diabète que l'on en aura. Voilà. Et puis aussi, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais les plus grands sont ça, l'alimentation et l'activité physique. Vous êtes en train d'évoquer le diabète de type 2. Il y a aussi un diabète de type 1. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence? Et je vois que c'était une question Justement, également. Ça correspond à une question d'Anaïs qui demande quels sont les différents types de diabète. Alors, on a, Marie-France, tu me reprends si je dis des erreurs. On a bien le diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, c'est un diabète qui apparaît dès l'enfance, voire au niveau de l'adolescence. Donc, c'est des personnes jeunes. C'est un diabète rare, assez rare.
On va dire que c'est le pancréas, donc qui fabrique l'insuline, qui sert à réguler la glycémie. Le pancréas ne fonctionne pas du tout chez ces personnes-là. On ne peut pas se l'expliquer encore, mais le pancréas ne fonctionne pas du tout, ne produit pas d'insuline, donc le taux de glucose est trop important dans le sang. Ces personnes vont être traitées dès le départ par de l'insuline, des piqûres d'insuline, et auront peut-être la possibilité de mettre une pompe à insuline plus tard sur eux. Donc on parle de diabète de type 1, c'est vraiment chez les enfants adolescents. Ensuite, le diabète de type 2, c'est le diabète qui est le plus fréquent, celui qu'on rencontre le plus, notamment à La Réunion. C'est un diabète qui apparaît à l'âge de 40-45 ans et comme on vient d'en parler tout le temps, hein, c'est un diabète qui apparaît parce que la personne a eu une mauvaise hygiène de vie. On va dire que le pancréas, qu'on a beaucoup sollicité depuis son plus jeune âge, est fatigué. Il se fatigue et il produit de moins en moins d'insuline. Donc il va falloir apporter au corps de l'insuline supplémentaire par un traitement médicamenteux. Voilà. Il y a un troisième diabète qui existe et qu'on rencontre de plus en plus souvent malheureusement, c'est le diabète gestationnel. Donc ça sera pour les personnes, les femmes enceintes qui vont déclarer un diabète pendant leur grossesse. Pourquoi ? Tout simplement, une grossesse, c'est un dérèglement hormonal. Hein. Donc l'insuline étant une hormone, ça fait que elle va être perturbée elle aussi, moins de production, plus de sucre dans le sang, donc surveillance pour la maman et le bébé. Voilà. Je vais juste rajouter, préciser, diabète type 2, tu as parlé de 40-45 ans, c'est plus 60-65 ans. Sauf qu'à La Réunion, on va voir des cas à partir de 30 ans. Normalement, le diabète type 2, c'est une maladie liée à l'âge, c'est une maladie de vieillesse qui doit apparaître vers 60-65 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est obligatoire que quand la femme enceinte elle a ce diabète gestationnel, est-ce que c'est obligatoire que l'enfant, lui, ensuite, il est diabétique ou pas ? Non, l'enfant, il n'aura pas le diabète, mais par contre, pendant la grossesse, il peut y avoir des risques de complications pour lui. Donc, c'est important que la maman enceinte soit suivie par un diabétologue, par des professionnels. Voilà, il y aura sûrement des injections d'insuline pendant la grossesse. Il se peut qu'à l'accouchement, le diabète disparaisse, entre guillemets, et il se peut aussi que ça reste, et puis qu'elle doit être suivie, sans pour autant avoir des injections d'insuline, mais il faut qu'il y ait un ajustement au niveau alimentaire, au niveau activité physique, etc. Souvent, ce diabète-là disparaît aussi après un accouchement. Mais il faut savoir qu'un diabète gestationnel, c'est un facteur de risque de déclencher un diabète plus tard. Donc ces dames-là devront être surveillées et faire très attention pour ne pas déclarer un diabète vers l'âge de 40, 45, 60 ans. Du coup, moi, j'aurais une petite question et quels sont les premiers symptômes ? Comment savoir qu'on est diabétique ? S'il y a bien sûr des symptômes. Alors, diabète type 1 ou type 2, hein. On parle d'hyperglycémie, donc c'est trop de sucre dans le sang. Et le corps, pour éliminer le sucre en trop dans le sang, il va provoquer la soif. Voilà, il va provoquer la soif, donc la personne va beaucoup boire et va beaucoup faire pipi. Donc ça, c'est les premiers signes. Donc c'est boire 3-4 litres d'eau par jour, la nuit, le matin, et faire pipi autant. Voilà. Donc il faut savoir que normalement, le sucre ne doit pas être éliminé par les reins. Il ne doit pas y avoir de sucre dans les urines. Et lorsqu'il y en aura, c'est qu'effectivement, il y a un diabète. Je vois qu'on a une question. Oui, Anaïs qui demande, est-ce que les traitements pour le diabète peuvent entraîner d'autres problèmes de santé ? Alors, un médicament, il y a toujours des effets secondaires. Donc, il y a des effets secondaires. Du coup, oui, ça peut entraîner des problèmes. Après, quand un médecin prescrit un médicament, il regarde toujours le bénéfice-risque. Quand on voit le diabète, toutes les complications qu'il peut y avoir. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas prendre de médicaments. Il y a des choses naturelles pour soigner le diabète. L'alimentation et l'activité physique. Donc, faisons les choses maintenant pour éviter de prendre des médicaments.
Quand vous parliez de soigner le diabète, tout à l'heure vous faisiez la remarque qu'un diabète gestationnel peut disparaître. Est-ce qu'un diabète de type 1, 2, on peut dire qu'on est guéri du diabète? Alors le diabète type 1, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Le pancréas ne fonctionne plus. Le pancréas, il est là, lui, pour donner de l'insuline naturelle. Sauf que le diabète type 1, il n'y a plus d'insuline. Donc la personne aura des injections d'insuline de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Diabète type 2, c'est une maladie chronique. Donc quand on l'a, malheureusement, on ne guérit pas. Mais on peut l'équilibrer, la maladie. Voilà, par l'alimentation et l'activité physique. Et quand ça ne suffit pas, on va rajouter un traitement. Mais le traitement peut s'arrêter lorsque la personne réussit à reprendre une hygiène de vie correcte, à rééquilibrer son hygiène de vie. Donc être diabétique ne va pas forcément en contre-indication avec le sport. Enfin, en tout cas, le sport n'est pas contre-indiqué pour des diabétiques. Au contraire. Maintenant, si la personne elle a un diabète vraiment déséquilibré, avec beaucoup d'hypoglycémie, parce qu'elle n'arrive pas à gérer, parce que le diabète, ce n'est pas forcément trop de sucre dans le sang, c'est un déséquilibre. Donc ça peut être aussi pas assez. Du coup, la personne fait des malaises, va manger, grignoter, tout ça. Donc si vraiment elle fait des hypoglycémies et des malaises, là, effectivement, il faut adapter. Après, ça dépend de l'âge de la personne, ça dépend des autres facteurs. Si elle fait de l'hypertension, voilà. Ce que je retiens, c'est surtout une connaissance aussi de soi avec la maladie. Exactement, c'est s'écouter. Écouter ses limites, écouter voilà, les signaux d'alarme du corps quand il parle, ouais. La durée d'une activité physique journalière, c'est 30 minutes. Ce serait le ça minimum. Ouais. Pour qu'il y ait vraiment une répercussion sur le corps, c'est 30 minutes. Ouais. D'accord. On a une question. Ouais, il semblerait. Alors oui, on a une question d'une jeune fille qui demande est-ce que c'est normal que lorsque ma maman prend son traitement pour le diabète, alors ça augmente et ça descend. Je pense qu'elle parle du taux de glycémie. Alors, je ne sais pas quel traitement elle a, sa maman, si c'est de l'insuline ou des médicaments. En tout cas, nous, on dit que si la personne n'a pas d'insuline, elle n'a pas à vérifier sa glycémie. Elle n'a pas à se piquer le doigt. Voilà. Parce que ça, la glycémie, ça change de minute en minute, d'heure en heure. C'est normal, ça monte, ça descend. C'est le taux de sucre dans le sang. On va bouger, on va manger, ça va toujours changer. Sa maman, normalement, elle doit faire des prises de sang tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, tous les ans, selon la prescription médicale. Maintenant, si la personne a de l'insuline, là, c'est pas pareil. Là, on va se piquer. Mais c'est normal que ça bouge tout le temps, oui. Alors, donc, vous dites que le diabète de type 1, c'est une maladie chronique et le diabète de type 2, ça peut se réguler. Mais imaginons que le diabète de type 2 ne se régule pas. Donc, ça veut dire qu'il sera insulinodépendant. Donc, passer du diabète de type 2 au diabète de type 1. Alors, les deux sont une maladie chronique. Oui, ok. Le diabète type 2 peut s'équilibrer, effectivement. Et il y a des personnes, oui, qui peuvent passer du diabète type 2 au diabète type 1, entre guillemets. On appelle ça le diabète requérant. Et là, c'est vraiment des cas assez graves. C'est que le pancréas est arrivé à un stade où il ne fonctionne plus. Chez le diabétique type 2, le pancréas fonctionne. Mais il fonctionne lentement, à son rythme, mais il fonctionne. Merci. Ce diabète récurrent, c'est assez rare quand même de trouver. La personne arrive quand même à réguler sous médicaments ou sous insuline sa glycémie et évite de passer ainsi en diabète de type 1. Donc vous intervenez en prévention du diabète, qui est une des maladies en fait générées, on va dire, une des conséquences d'un comportement alimentaire, ou en tout cas on peut on peut réajuster le diabète en fonction de notre comportement alimentaire par rapport à ces comportements. Donc on parlait également de nutrition, donc d'alimentation équilibrée. On se retrouve souvent dans ce contexte avec des phénomènes en fait d'habitudes alimentaires qui arrivent. Ça peut être la pratique du jeûne ou autre, c'est-à-dire de manger plus de protéines, etc.
quels sont également les impacts, les inconvénients et les avantages de ce type de régime, par exemple pour le jeûne? Moi, je ne vais pas forcément parler de ces régimes-là, parce que c'est très particulier. Je ne vais pas dire que je suis pour ni contre, c'est particulier. Ce que je peux dire, c'est que, parce que là, on parle, c'est une émission pour les jeunes, donc c'est que à l'adolescence, le corps se construit, et faire des régimes protéinés ou des jeûnes, ça peut être assez violent pour le corps. Ça peut le fatiguer, ça peut l'épuiser. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais je ne dis pas que c'est mauvais ou voilà. C'est juste que à cet âge-là, ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu choquant pour le corps. C'est comme manger excessivement, c'est aussi nocif pour le corps. C'est un gros choc, ça apporte beaucoup de gras, beaucoup de protéines, beaucoup de choses en excès. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est l'équilibre, quoi. Hein. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Oui, voilà, dès qu'on parle de régime, de jeûne, il y a aussi tout ce qu'on entend sans gluten et tout ça. C'est forcément pas bon pour le corps. Donc faire très attention ou alors avoir un suivi derrière par un professionnel de santé, par une diététicienne, par un nutritionniste, mais être suivi derrière, ne pas faire ça comme ça seul. Automédication comme on dit, ou faire attention aussi tout ce qui est internet, web, les réseaux, tout ce qu'on peut trouver sur l'alimentation, les régimes et tout ça. C'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc, vous recommandiez également qu'il y ait des repas bien répartis sur toute la journée. Ce serait quoi, en fait, le minimum de repas par jour recommandé? Alors voilà, là on est dans l'équilibre alimentaire, du coup. Le nombre de repas par jour, normalement, ce serait 3 repas. Voilà. Donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des fois, on parle de collation, mais ça, c'est pour les adolescents. On va dire jusqu'à l'âge de 25 ans, on peut mettre une collation à 16 heures pour tenir jusqu'au soir. Mais il n'y a pas de collation le matin. Donc le petit déjeuner, il doit être il doit être composé d'un féculent. Donc ça peut être du pain, des biscottes, des céréales. On va choisir des céréales de bonne qualité. Du muesli, par exemple. On va éviter tout ce qui est plein de sucre, les miel pop, les chocs à pic, tout ça, c'est beaucoup de sucre. On évite les viennoiseries de temps en temps, parce que les viennoiseries, c'est très gras. Ça va plus nous faire grossir que nous faire tenir sur la journée, en fait. Donc voilà, vraiment faire simple et pas forcément cher pour le coup, parce qu'une baguette, que ce soit une baguette blanc, comme on dit, pain blanc ou pain complet, c'est mieux que de prendre des viennoiseries, du pain au lait ou des chocs à pic qui coûtent très cher. Voilà. Et pourtant, ce qui se dit sur les pains blancs, c'est qu'ils seraient trop sucrés, c'est ça? Ouais. Moi en tout cas, à la Maison du Diabète, on conseille plutôt de manger du pain blanc que de ne rien manger, parce qu'il y en a qui ne mangent pas. Alors ça aussi, c'est pas bon, on pourra en reparler tout à l'heure. Manger du pain blanc plutôt que de manger des chocs à pic. Le pain blanc, en fait, l'inconvénient du pain blanc, on va dire, c'est qu'il a moins de fibres, il a moins de vitamines que le pain complet. Voilà. Mais c'est du pain, c'est des féculents, c'est du sucre lent, donc il sera quand même... ça va aider la personne à tenir jusqu'au repas du midi. Voilà. C'est juste qu'il sera moins complet que le pain complet. On me signale qu'on a une question. Une question du comité jeune de Saint-Louis qui demande on voudrait savoir approximativement l'année où le diabète a été découvert et déclaré comme maladie. Alors souvent on dit, c'est vrai, hein, le diabète c'est nouveau, c'est une maladie à la mode. Avant il n'y avait pas de diabète à l'époque de nos grands-parents. Mais en fait c'est juste qu'il y avait pas, on faisait pas forcément les prises de sang avant. Mais le diabète a toujours existé. Des fois nous, souvent on a des personnes de 60 ans chez qui on fait des entretiens, on leur demande s'il y avait du diabète dans la famille. Ah ben mon grand-père, oui c'est vrai, des fois il tombait par terre et puis on lui donnait un petit peu de sucre et puis il se relevait. C'est que c'était sûrement le diabète en fait. Mais c'est qu'on ne le faisait pas de dépistage, il n'y avait pas le suivi qu'on a aujourd'hui. Voilà. Au niveau de la maison du diabète, justement, vous accueillez que des personnes qui seraient malades diabétiques?
Non, pas du tout, hein. On accueille toute personne qui ont besoin d'informations, que ce soit sur la maladie ou sur la nutrition, de rencontrer une professionnelle de santé qui est présente, parce qu'on a des infirmières, on a une diététicienne qui est présente. Donc non, pas du tout. C'est pas que personnes diabétiques. Ça peut être les personnes jeunes, ça peut être toute catégorie sociale, familiale, diabétique, pas diabétique, famille. Ça peut être un accompagnant de la personne diabétique. On est ouvert vraiment. Il n'y a aucun critère pour venir à la maison du diabète. Du coup, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes anorexiques ou boulimiques? Au point de vue personnel, je n'ai pas, non, je ne pense pas. Maintenant, si la diététicienne était là, malheureusement, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a d'autres obligations professionnelles. Si elle était là, peut-être elle pourrait vous dire oui, c'est vrai que j'ai une personne qui a été orientée vers moi et qui avait ce type de problème. Mais alors, à ce compte-là, il va y avoir un autre travail qui va être fait avec cette personne-là, c'est-à-dire que grâce au réseau qu'on a sur toute la Réunion, notamment grâce à des événements comme aujourd'hui, hein, on va pouvoir orienter les personnes qui ont un autre problème adjacent au problème du diabète. Grâce aux rencontres de ces partenaires toute l'année, on va pouvoir orienter la personne vers un autre professionnel, vers une autre structure, vers une autre association. Alors, personnellement, ouais, à la maison du diabète, j'ai pas rencontré de personnes anorexiques ou boulimiques. Là, on est vraiment dans une maladie, on va dire, psychologique, hein, qui doit avoir un suivi avec un psychologue ou un psychiatre. Mais on rencontre des gens qui ne mangent pas par méconnaissance en fait de la maladie et qui se disent faut pas que je mange trop, parce qu'on dit le diabète c'est l'excès. Alors faut pas que je mange. Du coup le soir je mange léger ou le matin je mange pas. Ou au contraire, il y a des gens qui ont le diabète parce que ils ont faim, ils sont gourmands et voilà, il y a un bon carré, je mange beaucoup. Donc on sera plus dans là-dedans en fait, soit la gourmandise, soit la méconnaissance et du coup la personne ne va pas manger. Mais il faut savoir que ne pas manger, ça peut aussi entraîner le diabète, comme l'excès peut entraîner le diabète. Voilà, c'est le déséquilibre en fait. Voilà, mettre à mal son corps, le fatiguer, l'épuiser, c'est ça qui peut entraîner le diabète. J'aurais une question concernant, en fait, là on est dans un contexte particulier, sanitaire. On a vécu une période de confinement, ce que je ne souhaite pas que ça se représente, mais imaginons qu'il y ait à nouveau ce type de période de confinement où on a l'obligation de rester chez soi. Est-ce qu'il y aurait des conseils sur l'alimentation à adapter, puisqu'on fait moins d'efforts, on bouge moins, est-ce qu'il faut justement adapter son alimentation en fonction de ce contexte-là? Ça ne sera pas du coup en fonction du contexte, ça sera en fonction de ce qu'on va faire dans la journée justement. Bon, certes, on ne pourra pas bouger beaucoup, mais en fonction de... Voilà, si c'est quelqu'un qui a une cour et tout ça, si on peut se permettre quand même d'avoir une certaine activité physique, continuer à s'alimenter comme on le faisait avant, en faisant bien attention quand même. Si on bouge moins, si la personne bouge moins, oui, il faudra adapter son alimentation en fonction de son activité journalière. Oui. C'est pour ça que confinement ou pas, finalement, l'alimentation, c'est vraiment adapté. C'est vraiment l'adapter à son activité. Voilà. Par rapport, voilà, un agriculteur n'aura pas forcément la même alimentation qu'une personne, une secrétaire qui est derrière son bureau. C'est ce qu'on dit souvent, ouais. De toute façon, votre corps vous parle. Donc, il vous le fera sentir s'il y a un manque d'alimentation. On va parler d'hypoglycémie à ce compte-là. Donc, la personne va se sentir fatiguée, faible. Donc, le corps, il parle. Donc, là, vous verrez tout de suite qu'il faudra adapter l'alimentation et l'activité physique. Vous évoquiez tout à l'heure, vous attirez l'attention en tout cas sur le fait de sauter des repas. Et quels seraient les repas dont on pourrait se dispenser, on va dire, et d'autres repas qui sont les socles, on va dire, importants? Alors, les repas importants, ce sont les 3. Petit déjeuner, dîner. D'accord. Et les collations? C'est pas des repas en fait. D'accord. Je dirais ça à mes collègues.
profite en fait de l'occasion pour vous remercier pour les interventions, la collaboration qui se fait sur toute l'année. Donc effectivement, la Maison du Diabète et son équipe intervient sur des ateliers de prévention, de sensibilisation avec les jeunes, ce qu'on apprécie. Également de pouvoir mettre en pratique en fait, puisque les séances se déroulent de la façon suivante. On a une séance pratique, on partage un petit déjeuner qui est suivi ensuite, on va dire, plus d'échanges avec la diététicienne. Voilà. Au niveau de la Maison du Diabète, il y a une antenne au niveau du tampon. Est-ce qu'il y a également d'autres antennes sur d'autres coins de l'île? Comment on fait pour prendre contact avec vous? Non, il n'y a qu'une seule Maison du Diabète sur La Réunion, donc elle est basée sur le tampon. Mais on a une vocation départementale et donc régionale, du coup, et on est amené à intervenir sur toute l'île. Donc nos équipes interviennent sur toute l'île en fonction de la demande, en fonction de la faisabilité. Il suffit de prendre contact avec moi-même. On va discuter, on va voir le projet, on va parler du projet, et si c'est faisable, on mettra en place à ce compte-là un planning avec les équipes sur le terrain. Je reviens. Je suis jeune, je souhaiterais perdre du poids et je veux me rendre à la Maison du Diabète. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut m'accompagner en lien avec mon médecin également? Peut-être pour madame? Alors nous, nos missions, c'est vraiment axé sur les personnes diabétiques. Après, si une personne nous appelle avec des questions, bien sûr qu'on répondra au mieux. Mais c'est pas en fait dans nos missions, nous, dans nos agréments avec l'ARS et tout ça en fait. Nous, on est vraiment sur les personnes diabétiques type 2. Voilà, Alors, on pourra le diriger, l'orienter vers d'autres associations. D'accord. Alors une infirmière, diététicienne, travailleur social également. Vous avez d'autres personnels de santé? Alors, non, au sein de la Maison du Diabète, on n'a que infirmière, diététicienne et puis moi-même chargée de mission qui est en charge de tout cela, qui est administratif. Après, on oriente les personnes en fonction de la demande, en fonction de leurs besoins. On a un réseau partenarial. On a des bénévoles qui sont pluridisciplinaires aussi, qui travaillent dans divers secteurs et vers lesquels on peut orienter les patients par la suite en fonction du besoin et de la demande. Fessine qui a une question? Une question d'Anaïs qui demande pourquoi c'est plus risqué pour les personnes qui ont le diabète d'avoir la Covid. Alors en fait, une personne diabétique, c'est qu'elle a trop de sucre dans le sang. Dans le sang, donc il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a donc tout ce qui est alimentation, les vitamines, les protéines, tout ça. Il y a aussi tout ce qui est système immunitaire, tout ce qui nous protège, les anticorps, l'hémoglobine, les globules blancs. Et quand il y a trop de sucre dans le sang, tout ce qui est immunité, en fait, ça a du mal à faire son travail. Voilà. L'immunité est un peu engluée dans le sucre, on va dire, pour faire un peu l'image. Donc, quand on va avoir une grippe ou quand on va avoir une petite infection, ça peut être aussi la dengue ou des choses comme ça, notre système immunitaire aura du mal à faire son travail. Voilà. Donc, quand on est diabétique non équilibré, c'est-à-dire que les taux de sucre sont très hauts dans le sang, le système immunitaire aura du mal à faire son travail parce qu'il est trop pris dans le sucre. Il peut y avoir aussi du cholestérol, donc voilà, et c'est ça en fait. Une personne diabétique équilibrée aura peut-être autant de risques qu'une personne non diabétique d'avoir la Covid. Voilà. Là, on parlait du risque Covid, mais au final, si le système immunitaire il est moins performant, ce serait également un risque pour les autres maladies. Bien sûr. Tout à fait. Donc. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Au niveau de la Maison du Diabète, on disait donc Maison du Diabète, prévention du diabète, mais également qui intervient sur l'alimentation par le biais des ateliers avec les diététiciennes. Donc, ce que je souhaitais savoir, est-ce que vous avez également des interpellations de jeunes
sur des initiatives personnelles pour vous demander d'intervenir auprès de groupes sur tout ce qui concerne les régimes alimentaires, puisque c'est aussi un sujet en fait qui parle aux jeunes. Je veux dire. Oui, justement, je pense que Marie peut-être Pas est uniquement mission plus à locale. même à parler de ça, mais on a des jeunes dans des écoles qui préparent des projets, qui font appel à nous. Tout à fait, oui. On a des jeunes étudiants qui ont, dans le cadre de leurs études, des projets à mettre en place et qui viennent souvent vers nous pour mettre un projet autour du diabète ou de l'alimentation ou de l'alimentation aussi. Et donc, oui, de faire passer un message vers les autres jeunes étudiants de leur structure. Après, des groupes de jeunes plus, donc c'est par le biais de missions locales, voilà. Il y a aussi des structures de formation telles que l'école de la seconde chance qui font appel à nous, hein. C'est le même type de jeunes, 16-25 ans. Il y a les maisons départementales aussi où on intervient auprès de jeunes parents, voilà. Et puis après, il y a plus jeunes encore, ça va être les collèges, lycées et les écoles primaires aussi, qui font appel à nous pour intervenir auprès des enfants, des jeunes ados, pour parler d'alimentation. Donc c'est vraiment le tout public. Est-ce que la Maison du Diabète met en place d'autres actions phares dans l'année ou d'événementiels, sachant que effectivement cette année a été plutôt particulière 2020, hein, mais est-ce qu'il vous arrive de participer ou de tout simplement mettre en place des actions phares ou sportives ou autres événementiels? Alors, on participe beaucoup à tout ce genre de journées nationales, journées personnes âgées, journées sur une maladie bien spécifique. Mais nous-mêmes, Maison du Diabète, on met en place 2 gros événements dans l'année. Donc, c'est au mois de juin, il y a la Semaine nationale du diabète. Donc, pendant une semaine, il y a vraiment plein d'actions sur le terrain pour parler de diabète, proposer du dépistage. Donc ça, c'est au mois de juin. Et au mois de novembre, on a la journée mondiale du diabète. Donc là, pareil, il y a des événements qui sont mis en place aussi sur le territoire. Nous, on a choisi de le faire sur une semaine pour bien impacter la population sur le diabète. Et donc, pendant une semaine, c'est pareil. On va être sur le terrain auprès de partenaires, d'entreprises, de centres commerciaux. Les équipes sont présentes pour parler du diabète et proposer du dépistage. On me signale qu'il y a une question. Oui, on a une question du comité jeune du tampon. Que pouvez-vous dire sur le jeûne intermittent? On en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, tout ce qui est jeûne, tout ce qui est régime spécifique, c'est à faire en fait avec un professionnel. Voilà. Il faut consulter une diététicienne, il faut voir. Je ne peux pas être ni pour ni contre. Il y a sûrement des avantages à le faire, hein, si les gens le font. Voilà, ça dépend. Si la personne veut perdre du poids, qu'elle est en obésité morbide, voilà. Là, aujourd'hui, je parle au grand public, donc je peux pas parler de jeûne intermittent. Il faut vraiment voir ça avec les professionnels. C'est au cas par cas. Ça peut être violent si la personne est déjà en état de maigreur, ça peut être compliqué. Maintenant, si la personne elle est en obésité morbide, oui, ça peut être intéressant. Dangereux. C'est à voir. Ça fait en fait partie des préoccupations des jeunes, hein, de mettre en place de nouvelles pratiques alimentaires, souvent induites par les réseaux. Ça va très vite, les informations. Et tout comme il peut y avoir aussi des modes alimentaires sans viande. Est-ce qu'on peut remplacer en fait les apports de protéines? Oui, il y a tout ce qui est légumes secs. C'est riche en protéines. Après, voilà, nous, on n'est pas anti-végétariens. Donc, on dit que l'alimentation équilibrée, il faut que ce soit à base de protéines, de féculents, de vitamines. Voilà, c'est plus facile de trouver des protéines dans la viande. Maintenant, si on peut la trouver ailleurs, pourquoi pas? Voilà, on ne peut pas forcer les gens à aimer la viande. Du moment qu'on apporte à son corps ce dont il a besoin. Voilà. Un repas équilibré dans une assiette, on va dire normalement, on doit avoir la moitié de l'assiette en légumes, le tiers en féculents, riz, pommes de terre, du pain, du manioc, peu importe. Et l'autre partie, ça doit être la viande, la protéine. Maintenant, on peut mettre les grains.
On a une question? Oui, une dernière. Oui. Une dernière. Toujours du comité jeune du tampon. Le diabète est-il reconnu comme un handicap? Le diabète, il est reconnu comme affection longue durée. Donc, ce n'est pas forcément un handicap, c'est une maladie chronique qui a un statut particulier auprès de la sécurité sociale, on va dire. Voilà. Et qui bénéficie d'avantages au niveau tiers payant et tout ça. Voilà. Prise en charge, c'est ça. Puis voilà. un petit peu compléter, je pense que la question c'était aussi dans le cas où je suis malade diabétique et que ça a un impact sur ma capacité à travailler, est-ce que c'est possible de me Alors, faire reconnaître aussi? Là, il y a d'autres démarches à faire. C'est vraiment si la personne elle est sous insuline, elle est insulinodépendante et que c'est compliqué au quotidien pour son lieu de travail. Là, il faut que ça soit vu par un expert en fait au niveau de la Sécu, au niveau de la médecine du travail. Mais effectivement, ça peut être reconnu, mais c'est d'autres démarches en plus à faire. Encore une dernière question? Oui, celle-ci qui vient d'Anaïs, qui a un témoignage. Je m'appelle Anaïs. En fait, ma grand-mère du côté de ma maman et ma maman aussi ont le diabète. Est-ce que c'est possible que je l'ai ou pas? Oui, comme ce que je Hérédité. disais au début, oui. Effectivement, le diabète est héréditaire, donc il se peut qu'elle ait hérité d'un pancréas un peu fatigué. Donc maintenant, il faut qu'elle prenne soin d'elle dès maintenant, parce qu'elle est encore jeune, j'imagine, pour ne pas développer le diabète, le développer, si elle doit le développer, le plus tard possible. Voilà, c'est pas en tout cas une fatalité. C'est pas parce que sa grand-mère ou sa mère a le diabète qu'elle va l'avoir. Maintenant, c'est de sa responsabilité de prendre soin d'elle pour ne pas le développer plus tard. On arrive à la fin de notre échange. S'il y avait un message à transmettre concernant l'alimentation ou la prévention diabète, ce serait lequel pour vous, Madame Chopin? Alors auprès du public jeune, mais auprès du tout public, hein, parce que ça concerne tout le monde aussi, c'est d'essayer d'avoir une alimentation saine. Ça paraît compliqué, mais c'est pas compliqué du tout, hein. Par exemple, nous ici à La Réunion avec le curry, notre curry, il faut savoir que c'est un curry, c'est un repas équilibré. Donc c'est pas bien compliqué. On peut manger de tout, c'est vraiment au niveau de la quantité qu'il va falloir faire bien attention. C'est très important. Après, il n'y a aucune restriction, que ce soit une personne jeune, adulte, diabétique, pas diabétique. Il n'y a pas de restriction. C'est vraiment au niveau des quantités. Et puis, faire bien attention, vous les jeunes, à tout ce qu'on appelle restauration rapide. Oui, c'est bon, c'est vrai, c'est bon, mais c'est une fois de temps en temps, on se fait plaisir une fois de temps en temps parce que c'est pas nourrissant du tout. Et c'est ce qu'on pourrait dire du sucre rapide. Donc, vous êtes amené à 1 heure ou 2 après à aller remanger, et c'est ça qui est pas bon. C'est une fois qu'on a mangé, normalement, on ne devrait plus manger ensuite dans les 2-3 heures qui suivent. Voilà, donc faites bien attention à votre alimentation dès maintenant, dès aujourd'hui, pour éviter par la suite, un petit peu plus tard, de provoquer des maladies telles que le diabète, parce qu'il y en a d'autres, hein, maladies qui peuvent être dues à une mauvaise alimentation trop tôt. Ce qu'on va retenir, c'est qu'effectivement, nos comportements impactent notre santé et qu'il est essentiel de bien se connaître, hein, notamment lorsqu'on parle de diabète, à réguler si on l'a. J'entends aussi que le diabète, ce n'est pas une fatalité. Voilà, on va mettre fin à cet échange. Je vous remercie d'avoir été présente. Merci Loridana, Gwendoline et Madame également. Et puis, on va laisser place pour aménager le plateau pour les prochains partenaires.